Bon matin ou bon midi ou bonsoir, tout dépendant à quelle heure que vous allez le visionner cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le Saint Graal. On va mixer en fait l'intégralité de vos connaissances depuis la fin de la première portion du cours. Donc, après l'examen intra, on a commencé à faire les transformations 3D et très rapidement, on a rentré dans l'univers des courbes paramétriques. Petit rappel ici, courbes paramétriques, on a vu comme trois générations de courbes paramétriques. On va commencer par elle qu'on a vue la première fois, qui est une courbe paramétrique trigonométrique, donc où on utilisait l'équation de base du cercle pour être en mesure de définir des courbes en fonction des sinus et cosinus d'un angle. Très souvent, on définissait un θ de U en fonction d'un angle de départ et d'une variation d'angle en fonction du paramètre U. On a aussi observé la variation d'un rayon. Donc, la variation s'est exprimée par un R de U, qui le R de U pouvait prendre une variation qui était linéaire si on voulait faire un ressort à rayon variable. On a vu qu'on était capable de faire une variation qui était polynomiale aussi. Donc, c'était la deuxième portion des courbes paramétriques. Elle par le polynôme de Lagrange ou les polynômes de Lagrange. Donc, le polynôme le plus simple est la droite, donc un polynôme où la variable est exposée à 1. Par la suite, on avait un polynôme d'ordre 2, donc qu'on appelle couramment une parabole, ainsi de suite en fonction d'un nombre de points ou d'informations mathématiques qui nous sont données. Donc, si nous avions à passer un polynôme de Lagrange d'ordre 3, ben, il est nécessaire d'avoir 4 points. Si on recherche un polynôme d'ordre 6, il faut avoir 7 points. Donc, à l'aide de ces 7 informations mathématiques, on est en mesure de retrouver les équations matricielles pour résoudre les 7 coefficients du polynôme de Lagrange. Par la suite, on a vu des éléments de continuité entre différentes courbes qui avaient des points de jonction similaires, qui pouvaient être des points de jonction à une valeur de U propre à chacune des courbes. On a vu la position, la continuité en tangence, donc en pente, et la continuité en courbure, qui sont en fait la dérivée première et dérivée seconde. On a parlé par la suite de la courbure, le paramètre K, qui était l'inverse du rayon, et vous devriez avoir déjà paramétré votre équation à l'intérieur de votre TI pour être prête pour l'examen final. On a vu un cas spécifique des splines cubiques, donc pour éviter les oscillations mathématiques, les grandes oscillations entre les positions, pardon. On s'est rendu compte qu'un polynôme d'ordre élevé générait en fait des oscillations problématiques entre les positions de U. Donc, les concepteurs de logiciels ont inventé les splines cubiques, les B-splines, des NURBS, et donc des fonctions mathématiques de courbes permettant des transitions très lisses entre des positions, mais sans avoir des dégénérescences d'oscillation entre les positions. Avec les splines, on avait vu que l'équation d'une spline cubique consiste à l'intégralité des équations de chacun de ces segments. Donc, j'ai essayé de porter une attention excessivement particulière sur la variation entre un segment d'une courbe spline et la spline elle-même. Donc, une spline en 3 segments va avoir trois équations de x de u, 3 équations de y de u et 3 équations de z de u si c'est une spline en 3 dimensions. Chacun des segments va avoir ses limites. Et donc, le segment 1 devrait partir de U0 à U1, le segment 2 de U1 à U2 et le segment 3 de U2 à U3. Vous comprendrez que le début de la courbe U vaut toujours égal à 0. À la fin de la courbe, U est toujours égal à 1. Donc, on va refaire ensemble un rappel des splines cubiques avec le petit quiz et l'exercice, mais principalement les exercices. Donc, rappelez-vous, à la fin du dernier vidéo, on avait fait ensemble l'intégralité de l'exemple du cours 3 pour déterminer les équations paramétriques d'une spline cubique qui passe par les 4 points suivants.
Et donc, on avait utilisé aussi une méthode dite proportionnelle pour évaluer puis une distance entre chacune des positions pour être en mesure de valider où se trouve U1 à P2 par rapport à 100% de la longueur de courbe. On avait d'autres informations sur les conditions frontières qu'on avait utilisées pour définir l'intégralité de nos équations. Ici, petit rappel. Si j'ai 3 le segment de courbe, là, donc une spline qui va passer par 4 points, donc faites très attention. Si c'est dit là, à l'examen une spline cubique passant par les 4 points, on va être en mesure là, de définir le nombre d'équations pour respecter la définition d'une spline cubique. Une spline cubique est de la famille des polynômes de Lagrange, mais où on installe des continuités entre les positions. Donc, ceci étant dit, euh, avec les conditions frontières qui sont définies ici là, dans l'exemple où on dit qu'à P1, on va avoir une tangence horizontale qui pointe vers la droite. Donc, la variation de y n'existe pas, d'où le dy est égal à 0. Et le dx existe, d'où l'hypothèse ici posée, qui est égale à 1. On voit par la suite, tandis que la courbe doit avoir un angle de 225 degrés à la position du point P4. Donc 225 degrés, si on fait la tangente de 225 degrés, là, nous devrions le retrouver en fait une tangente qui est égale à 1. Mais par la trigonométrie, on voit que la variation en x d'une pente à 225 degrés le pointe vers la gauche, donc dans les x négatifs, d'où le moins 1 ici. Et la variation de la pente en y pointe aussi là, dans la direction là, des y négatifs, d'où le moins 1 qu'on observe ici. Si j'ai 4 points, alors j'ai 3 segments de courbe. 3 segments de courbe qui vont avoir leurs propres limites. Donc, dans le cours des splines, on disait que pour le nombre total d'équations qu'on doit résoudre pour avoir l'intégralité des coefficients des splines cubiques, on va avoir 4 fois le nombre de segments. Ici, j'ai 3 segments et donc j'ai besoin de retrouver 12 équations indépendantes pour résoudre les 12 coefficients qui vont être nécessaires pour mes 3 segments de courbe des splines cubiques. Donc, avec la liste des positions des points, je suis en mesure de déterminer les paramètres U à chacun des points. Donc, remarquez ici que le premier point U est toujours égal à 0 et le dernier point U est toujours égal à 1. Ce qu'on va rechercher, nous, dans l'ensemble des exercices des splines cubiques, c'est de retrouver où se trouvent les points de jonction par rapport à 100% de la courbe. Et donc, on a besoin d'utiliser le Pythagore pour retrouver les segments de longueur entre les positions et sur l'intégralité de la longueur totale, on va retrouver que représente le pourcentage de cette longueur sur la longueur totale. Et donc, on voit que ici, le 49% de la longueur de la courbe est situé au point le P2. 83% de la longueur de la courbe est situé au point P3. Donc, dans la nomenclature qu'on utilise ici, on va avoir que U0 vaut 0, U1 vaut 0.49, U2 vaut 0.83 et U3 vaut 1. Par la suite, on va se rappeler, et très pertinent pour l'examen final aussi, d'énoncer les équations de base pour les 3 segments de courbe. C'est toujours la même équation et je vous invite même à faire la dérivée première et dérivée le second de chacun de ces segments. On va avoir les 6 premières équations qui sont utilisées pour définir les positions. Et donc, les 2 premières vont correspondre au segment de courbe 1, les 2 secondes au segment de courbe 2,
Et les deux dernières sur les 6 correspondent au segment de courbe 3. On va retrouver en 2 et 3 la même position, disons, en X, parce que la méthode présentée ici est pour les X, mais c'est la même chose pour le Y et pour le Z. Là, donc, la construction, le matriciel des équations reste toujours la même. Et donc, pour permettre la continuité de C0, ben, on va retrouver pour une valeur de U1 ou 2, ben, l'équation 2 là, qui appartient au segment de courbe 1 et aussi à U2 pour le segment d'équation, le numéro 2, mais avec les mêmes positions en X et en Y. Par la suite, on va avoir 4 autres équations. On va en avoir 2 en lien avec les dérivées premières. Ce que j'aime établir comme la variation de dérivées premières à une position donnée. Okay? Donc, les variations de dérivées premières entre deux segments de courbe à une position de jonction donnée est égale à 0. Nous, en tant que concepteurs de courbe, on n'a aucune idée de quelle est la valeur absolue de la dérivée première à cette position-là. On pourrait le retrouver. Mais à l'intérieur de la construction du système d'équations à résoudre, on va avoir que la variation de dérivée première à une position du point de jonction entre deux segments de courbe sont toujours égales à 0. Et donc, dans le cadre du cours de MEC 129, les équations de 7, 8 et 9, pour un problème de spline cubique à 3 segments, vont toujours être égales à 0. On ne connaîtra pas la valeur absolue, mais on sait que la variation à un point donné, au point de jonction entre les deux segments de courbe, les dérivées premières et dérivées secondes sont égales à 0. Okay? Donc, bien comprendre le point 6 et 7. Sinon, au début du cours, vous me poserez des questions sur ce point. Et bien sûr, les deux dernières équations, donc peu importe le nombre de segments, mais les deux dernières équations du système matriciel pour résoudre l'ensemble des coefficients des splines cubiques ou des segments de courbe spline cubique, on va avoir les dérivés. Okay? Donc, je peux déjà vous dire que on devrait avoir à l'examen final des conditions frontières qui sont exprimées en pente. Donc, la pente, soit qu'on vous donne directement les valeurs des coefficients, ou vous allez devoir traduire un élément angulaire en variation de y qu'on divise par une variation de x. Et grâce à ceci, on est en mesure de retrouver une nouvelle équation qui va dicter les dérivées premières au début de la courbe, quand u est égal à 0, et à la toute fin de la courbe. N'oubliez pas que s'il n'y a pas d'informations qui vous sont données sur les pentes en conditions frontières, ben la seule hypothèse qui vous reste, c'est que les pentes paramétriques aux extrémités sont nulles. Et donc, on va avoir un 0 qu'on divise par 0. Et on va pouvoir les intégrer dans notre vecteur réponse. Donc, à l'aide de toutes ces informations-là, on n'a pas encore la grosse matrice des U, mais on est en mesure de construire les matrices où le vecteur réponse en X, le vecteur réponse en Y, et l'exercice est en 2D, donc on va juste avoir du XY, mais gardez là à l'esprit qu'on pourrait avoir une troisième colonne avec des positions en Z. Donc, je vous invite à revoir la fin du dernier cours, du cours 10 sur les splines cubiques. Là, vous verrez que c'est exactement le même développement, le matriciel. Ici, on va avoir les équations du segment de courbe 1 quand U est égal à 0. Ici, quand U est égal à U1, donc à 0.49. Le segment de courbe 2, ici qui représente les colonnes 5, 6, 7 et 8, avec U ici qui est égal à U1, U ici qui est égal à U2. Rappelez-vous la méthode pour calculer une matrice pour retrouver la réponse. Donc, ici, je ne vais pas revenir sur les 3 derniers cours, mais grosso modo, c'est de la notion qui devrait être maîtrisée aujourd'hui. Et donc, les 6 premières réponses du vecteur réponse correspondent en fait à les positions. Ici, la construction qui vous est présentée, c'est le développement en X.
Et donc, le premier point à U0, on a un x qui est égal à 2. À U1, x est égal à 6. Pour le segment de courbe 1, on retrouve la continuité en x entre le segment de courbe 1 et le segment de courbe 2. Et donc, la même équation pour la même valeur de U, mais ailleurs à l'intérieur de notre matrice. C'est normal parce qu'il multiplie les coefficients qui sont associés au segment de courbe 2. Par la suite, on retrouve la même chose entre le segment de courbe 2 et le segment de courbe 3. Quand U est égal à 0,83 ici, donc quand U est égal à U2, U2 ici aussi, pour le segment de courbe 2, pour le segment de courbe 3. À la fin, quand U est égal à 1, par la suite, là, vous remarquerez les 4 zéros ici représentent les variations de dérivée première à U1, variation de dérivée première à U2 est égal à 0. Ici, par la suite, les variations de dérivée seconde à U1, donc variation de dérivée le seconde, c'est ou différence de dérivée le seconde, on va voir ça comme ça, sont aussi égales à 0. Aucune idée que prend la valeur, mais on sait qu'à ce point -là de jonction-là, les deux segments de courbe ont exactement la même valeur. Par la suite, les deux dernières équations représentent les conditions frontières. Donc ici, on va avoir quand U est égal à 0, et ici, quand U est égal à 1. Et remarquez les coefficients là devant, ce sont les coefficients associés à la dérivée. Exactement la même matrice des U, tant pour le développement des X que des Y. Ce qui va varier, c'est le vecteur réponse. Une fois que c'est fait, on retrouve à l'intérieur du vecteur réponse l'intégralité de tous les coefficients en X pour la première colonne de la résolution faite au dernier cours. Donc, après ça, on va avoir les Y sur la deuxième colonne. Et si nous désirions tracer la courbe, on sait que l'intégralité de la spline cubique passant de P1, P2, P3, P4 va être tracée par trois segments de courbe possédant leurs propres intervalles. Où le segment de courbe 1 existe que de 0 à U de U1, qui est 0,49 dans notre résolution, ou 0,488 ici sur cette diapositive. Le segment de courbe 2 existe entre 0,488 à 0,829. Et le segment de courbe 3 existe de 0,829 à 1. Donc, voici le sujet qui nous intéresse. Donc, la formulation des courbes paramétriques. Donc, la formulation explicite prend un peu la même forme qu'une courbe y de x, mais maintenant, par contre, on va avoir deux paramètres pour une surface, donc un z de xy. On retrouve les mêmes problématiques que pour des courbes 3D, et donc on va avoir l'observation potentielle de pente infinie. On peut avoir de l'absence de frontières, donc une surface infinie. On peut avoir aussi de grandes oscillations problématiques. Impossibilité de générer des surfaces qui se replient sur elles-mêmes. Donc, pour une valeur de x et y, est-ce que je peux avoir deux valeurs de z? Et donc, c'est ici qu'on va intégrer la même formulation que pour la création d'une courbe, mais pour des surfaces. Donc, rappelez-vous, un paramètre donne une courbe qui peut être en 3D, mais deux paramètres nous définissent une surface. À l'intérieur des diapositives et des exercices qui vous sont proposés, on utilise les deux paramètres UV pour la définition d'une surface paramétrique. À l'intérieur du logiciel de la TI Nspire, vous avez vu que les courbes paramétriques utilisent le paramètre T en 2D et les surfaces paramétriques ou courbes 3D en surface
donc en 3 dimensions à l'intérieur de votre outil de travail, là, qui est votre calculatrice programmable. On va avoir les paramètres T et U. Okay, donc, je vous invite à concevoir là, dans votre tête qu'on va avoir UT, disons, au lieu de UV lorsqu'on va résoudre le système d'équation. On retrouve la même logique où le paramètre U ou V démarre à 0 et se termine à 1. Donc, à l'aide d'une surface paramétrique, on devrait avoir 4 frontières. Ces frontières là, vont avoir des sommets. Donc, ces sommets là, vont être à l'intersection des 4 frontières. Donc, lorsque U est égal à 0 et V est égal à 0, on va retrouver un point. On peut avoir une frontière quand U est égal à 0, mais que V, lui, va progresser jusqu'à 1. On peut avoir quand V est égal à 0, mais U, lui, va progresser jusqu'à 1. Et donc, on va avoir des positions qui peuvent être interprétées, là, donc trouver un point en X quand on va voir la position de U et la position de V, ce qui va nous permettre d'obtenir une seule réponse viable pour une paire de paramètres donnés. Et donc, on peut traiter une surface, la surface suivante. Là, donc, x de uv est égal à 4u plus 3v. Je peux avoir un y de uv là, qui est juste égal à 4v, puis un z de uv est égal à 0. Vous comprendrez que la position des z peut juste donner le 0. Okay? Donc, calculer les valeurs x, y et z à uv, quand u est égal à 1, quand v est égal à 0, on peut rapidement voir que le x va être égal à u, 1 fois 4, plus 3 fois 0. Donc, 4 en x, on va avoir le 0 en y parce que u n'existe pas dans l'équation des y de uv. On peut faire la même chose ici quand u est égal à 0 et v est égal à 1. Donc, on devrait le retrouver un 3 et 4, tout simplement parce qu'on va avoir 4 fois 0 plus 3 fois 1, donc 3. Et en y, v existe, et donc on va avoir un y qui est égal à 4. On peut par la suite calculer les courbes frontières de la surface. Tout simplement, on remplace par les 4 limites des paramètres. Quand u est égal à 0, quand u est égal à 1, ou quand v est égal à 0, ou quand v est égal à 1. Et donc, on peut faire une belle table. Et donc, pour cette table-là, on dresse les 4 possibilités pour U et V. On retrouve les X, les Y, les Z, des valeurs des paramètres le donné. Par la suite, pour calculer les courbes frontières de la surface, tout simplement, on pose qu'on va avoir un paramètre qu'on fait varier, mais que l'autre paramètre, il reste un paramètre. Donc, quand U est égal à 0, on va avoir que X de V lui vaut 3V, Y de V le vaut 4V, puis Z de V le vaut 0. Il existe avec V entre 0 et 1. Quand U est égal à 1, on va avoir une autre équation X de V, 4 plus 3V, Y de V à 4V, aussi quand V est compris entre 0 et 1. Les deux autres frontières, quand V est égal à 0 ou V est égal à 1, on va faire un remplacement de variable. Donc, on va maintenant obtenir des X de U au lieu d'obtenir des X de V. Remarquez la différence ici. Donc, soit la surface suivante. Okay. On va avoir le 5V de cos 2PU. On va prendre un certain instant pour comprendre la logique du disque ici. Donc, un 5
OK, là, je vous invite à poser l'hypothèse que vous enlevez le V ici. OK, là, on en a fait beaucoup ensemble. Donc, le 5 cos 2 pi u, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve juste la courbe frontière ici, OK, là, qui représente un cercle d'un rayon qui est égal à 5. Mais pour faire progresser le tout, OK, de 0, puis d'avoir une surface, en introduisant le paramètre V, donc comprenez que quand V vaut 0, tout ça vaut 0. Et donc, on retrouve le point là 0, 0. Mais moindrement que V existe, on va commencer à avoir une petite proportion ici, une autre proportion, une autre proportion. Plus que V va tendre vers 1. Donc, les courbes frontières ici, on fait toujours le même exercice en traitant un paramètre à la fois à l'intérieur de ses limites. Mais vous comprendrez que les courbes frontières ici, on va avoir une seule courbe frontière, car on pose que la frontière initiale à x0, le y0, le z0, quand v est égal à 0, n'est qu'un point. On va voir un petit peu mieux ici l'influence du paramètre v, okay, là, sur la variation ici du rayon entre le rayon initial et le rayon final. Puis donc, définir les équations paramétriques en fonction des paramètres UV de la surface suivante. Vous comprendrez qu'il faut que quand un de mes paramètres est égal à 0, ben, je dois retrouver la frontière qui est ici, avec un rayon de 2, puis qu'à la toute fin, quand je vais avoir le paramètre, ici posons V qui est égal à 1, ben, je dois avoir un rayon de 5. Mais avoir une progression ici qui semble être linéarisée. On reparle toujours de l'équation de base pour obtenir en fait une position. Rappelez-vous que la position du x centre, y centre est donnée par des valeurs en x et en y. Mais maintenant, il faut retrouver les équations de variation de rayon en fonction des paramètres. Ici, vous voyez que qu'est-ce qui varie dans le sens des rayons, on peut lui attribuer un paramètre. Comprenez ici que c'est un choix, c'est une hypothèse. Mais qu'une fois que tu prends une décision pour R, ben, tu vas avoir ton deuxième paramètre qui va être dressé pour θ. Donc, vu qu'on est habitué de faire des θ de U avec les courbes paramétriques, trigonométriques, ben, la plupart des sapiens que vous êtes, ben, allez voir un angle d'une courbe paramétrique sur 360 degrés en θ de U. Pour créer maintenant la surface en deux dimensions, ben, la plupart utilisent un R de V. Ou quand V est égal à 0, ben, je dois avoir un rayon qui est égal à 2. Quand V est égal à 1, ben, retrouvez un rayon qui est égal à 5. À partir d'ici, c'est vraiment un choix qui nous appartient, où on regarde la valeur du rayon initial en V, plus la différence des rayons entre le rayon terminal où on soustrait le rayon initial, fois le paramètre V. On va retrouver dans une mise en situation où on utilise les radians comme valeur angulaire, 2pu, parce que l'angle lui parcourt de 0 à 360 degrés ou de 0 à 2pi. Par substitution, on remet à l'intérieur des équations de base les informations R, qui est devenu un R de V, et un θ de U pour remplacer θ. Très, très important de spécifier les plages des paramètres à l'intérieur de notre TI. Okay, on va pouvoir en faire encore ensemble après quelques exemples. Okay, donc l'objectif, on va faire quelques exemples ici, mais par la suite, on va rentrer avec l'utilisation de notre TI. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici?
On va avoir un genre d'arc de cercle balayé en extrusion. Donc, on observe les mêmes équations, le paramétrique, trigonométrique, là, pour définir la frontière du cercle. On voit qu'on va avoir une droite linéaire en V, que U avec l'arc de cercle, lui, va varier du Z là, qui est égal à 2 initialement et qui va tendre vers un cercle qui va être égal à 7 à la toute fin. Vu que le paramètre en Z est linéarisé, on va avoir une fonction de Z de U qui correspond à une fonction linéaire. Par la suite, on va avoir un arc de cercle qui, lui, est varié en fonction du paramètre V. Donc, un balayage de 90 degrés le correspond à pi sur 2. Donc, en X, on commence à un angle qui est égal à 0 et on finit à pi sur 2. Donc, on linéarise encore une fonction de l'angle en fonction de V. D'où le pi V sur 2. On revient à l'expression initiale en X et en Y de la fonction du cercle par substitution. Un rayon constant de 3. Donc, on remplace tout de suite le R ici par 3. Et le cosinus de l'angle, ici, on remplace le θ de V par le pi V sur 2. En X, pour cet exemple-ci, il représente les cosinus de l'angle. En Y, pour cet exemple-ci, les sinus de l'angle. Donc, pour tracer la forme ici, là, on va avoir une fonction en X, Y et Z avec les paramètres U, V, W. Autre exemple, soit la surface suivante. Donc, il est possible qu'à l'examen, on vous demande de définir des courbes paramétriques comme frontière, de faire la fonction ici UV en X, en Y et en Z, qui dans l'exemple précédent là, avait en X et en Y une fonction trigonométrique paramétrique. Mais remarquez qu'en Z, on a une fonction polynomiale, mais d'ordre 1, et donc une droite pour le Z de UV. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir les deux paramètres à l'intérieur de l'équation. Okay? On voit qu'en X, peu importe la valeur de U, là, on va toujours avoir une expression de V à cause qu'il est constant, même en fonction de U. Et donc, on peut vous demander aussi d'évaluer les sommets. Donc, quand on vous demande d'évaluer les sommets des équations, remarquez qu'on va avoir 4 possibilités pour les 4 sommets. Et donc, quand les deux paramètres sont égaux à 0, et jusqu'à ce que les deux paramètres soient égaux à 1. On va retrouver les 4 sommets et qu'on peut traiter comme point ABCD. On peut aussi faire un remplacement pour évaluer les 4 frontières. Donc, rappelez-vous, quand U est égal à 0, mais comme on conserve le paramètre V, là, donc on substitue le paramètre, on trouve une première frontière. Quand U est égal à 1, on substitue, on trouve une nouvelle frontière maintenant de V. Quand maintenant U lui reste un paramètre et V, on le remplace par ses limites, on va avoir là 2 autres équations. Okay, il faut vraiment être en mesure de voir toutes les briques qu'on empile, puis de ne pas se laisser imposer par l'amplitude ou par l'ampleur des équations ou de l'aspect graphique de la surface. Il faut vraiment comme décortiquer qu'une surface paramétrique part inévitablement par des équations de frontières paramétriques. Les frontières paramétriques sont des courbes paramétriques, tout simplement. Maintenant, on va être rendu à l'utilisation de l'ATI. Donc, si on reprend l'exemple 5 de l'équation de surface paramétrique, donc la précédente, en fait, ce qui était des U, dans l'exemple ici, on vous dit qu'on le remplace pour devenir des T, et ce qui était des V, l'on remplace pour devenir des U.
Entre vous et moi, là, vous pourriez le conserver les U là, comme les U, puis juste alterner le V pour le T. OK? Oui, l'aspect écrit ici ne serait plus le même, mais à l'intérieur de la TI, elle va être interprétée de la même manière. Autre chose super importante, c'est de comment on ajoute l'application. Le graphique, on l'a déjà fait ensemble à l'intérieur de l'utilisation du logiciel. On va avoir l'utilisation 3D, courbe paramétrique, réglage de la plage, hein, pour savoir où se trouve, dans quelle amplitude en X, en Y et en Z on veut avoir. Autre chose hyper importante, c'est les trois petits points ici pour vous assurer que les paramètres là, vont varier là, de 0 à 1. Pour afficher une courbe ou une surface, assurez-vous de cocher la petite case ici pour la visualiser. Par la suite, vous devriez avoir une surface qui, des fois, peut avoir un aspect de piètre qualité. Pour améliorer la résolution du traçage, on va avoir besoin de venir jouer sur les attributs. On l'avait déjà fait ensemble avec les courbes paramétriques 3D, où on venait jouer sur le nombre de points par chacun des paramètres. OK? Donc, on va pouvoir en faire encore ensemble ici pour définir la courbe. Là. Donc, si je prends quelques instants pour refaire juste le disque ensemble. OK? On peut le faire aussi là, dans CATIA, mais vu qu'à l'examen, vous n'aurez pas CATIA, on va littéralement là, passer un autre élément. Ici, je vais pouvoir le tasser. On va faire un exercice comme celui-ci. On va le repartir de 0. Je pourrais venir jouer avec mes attributs tout de suite pour le faire varier, disons 20 attributs. Hop. 20. 20. OK. Je peux venir jouer avec la valeur de ma plage. Donc, de moins 10 à 10. Puis on va faire la même chose ici, de moins 10 à 10. OK, le remarquer ici, si j'agrandis. Encore, agrandir. OK, on voit que les rebords de l'arc de cercle ici, elle laisse à désirer. Oh, je pense qu'ici, ouais, dans l'exemple, disons, je vais le mettre en rond. Hop. OK, on voit que ça ressemble plus à un polygone qu'un cercle. On voit que ma valeur angulaire est dressée par le paramètre U. Donc, je vais venir jouer avec mes attributs. Lui ici, si je donne 50, bon, on va avoir un maillage plus raffiné. Si je rentre dedans, je dis 75, un peu plus raffiné, ainsi de suite. Donc ici, on va venir refaire une nouvelle page, application graphique, une application graphique en 3 dimensions paramétriques. Je vais refaire la même chose en lien avec la plage, réglage de plage, moins 10 à 10, moins 10 à 10, puis on va laisser le tout de moins 5 à 5. Je vais double-cliquer dans le fond de l'écran, okay, pour venir me faire une nouvelle fonction. Ici, T va prendre la valeur de V et U va prendre la valeur des angles. Je suis en degrés, okay, donc je vais avoir des 360 U. On me disait que le rayon partait à 2, puis se terminait à 5. Donc, plus 3T. Okay, là, pour définir
ma variation de rayon en fonction de ma surface et 360 U. CTRL-C, CTRL-V pour le Y, où je change le Y pour les sinus, et je vais dire présentement que Z est égal à 0. OK? Qu'est-ce qui se produit? Ben, je n'ai pas encore dit où commence et où se terminent mes paramètres. Deux petits points. Et par défaut, notre TI veut aller de 0 à 2π en T et de 0 à π en U. Boum, on peut avoir maintenant notre cercle. Imaginez ici maintenant okay, que ma frontière qui est ici, okay, qui présentement là, possède un rayon de 2 au début et qui se termine à un rayon de 5 à la fin, d'où le 2 plus 3t. Mais je veux qu'au début du paramètre t, okay, être à un z de 3. Okay, là, donc, au début, moi, j'aimerais être à un z de 3. Et quand que mon t vaut 1, ben, j'aimerais le retrouver un z de 0, moins 3t. Qu'est-ce qu'on observe ici? On voit un cône où on a linéarisé ici la variation du disque, mais qui est devenu un cône, à un z au sommet et qui va descendre vers le bas. On peut faire l'inverse. Je peux dire, tu commences à moins 3 et tu finis à 3. On va avoir un entonnoir ou en fait un cône inversé. Si je me dis que non, en fin de compte, T, lui, va être exposé en 3. On va avoir un petit bol à mixture de jello. Remarquez, on peut lui faire tout ce qu'on veut. OK? Donc, avec le même disque initial sur un plan, vous comprendrez que je peux avoir des variations si je dis que lui, en fait, c'est un tiers. OK? Bon, on va avoir un disque, un genre de tôle pour un abat-jour. Vous comprenez que à partir d'ici, c'est notre créativité qui est l'élément le limitant. Donc, n'oubliez pas, je suis parti d'un disque bien standard à un genre d'abat-jour spécial édition qui était 3, je pense que c'était moins 3, plus 3t, et le tout exposant un tiers. On avait le petit un disque ici. Là, qu'est-ce que ça fait si on dirait moins un tiers? On inverse. Et là, potentiellement, là, qui va beaucoup plus loin que ma limite. OK? Donc, c'est vraiment à nous là, à observer à quoi ressemble la forme initiale, donc la frontière de L. Donc, vous seriez en mesure de retrouver quand U est égal ou T est égal à 0, une frontière. Quand T est égal à 1, une autre frontière. Tant en X qu'en Y qu'en Z. On va faire ensemble les exemples qui sont donnés à l'intérieur des diapositives du cours sur les surfaces. Donc, présentement, on vous donne les équations des surfaces et il faut retrouver des positions, tant par des limites ou à l'intérieur même de la surface, qui dans cet exemple-ci, ben, se trouve à une position à 80% du paramètre U et 80% du paramètre V. Donc, si je prends maintenant la TI, je vais me faire une nouvelle page. Ici, nouvelle page, application graphique, toujours la même étape avec un affichage en 3 dimensions,
avec le mode paramétrique. Ici, pour ne pas me tromper, là, je vais directement le modifier mon paramètre t qui est de 0 à 1 et u de 0 à 1. Donc, je vais juste m'aider en bougeant ici ma page pour être en mesure de bien voir les équations. Donc, rappelez-vous, ici, c'est XP3, l'YP3 et ZP3 qui va me servir à tracer la position quand U vaut 0.8 et T vaut 0.8. Donc, ici, mon paramètre V, là, je vais l'appeler T et mon paramètre U, lui, va rester U. Donc, je vais avoir en X, là, comme à la diapositive, la page 34, 5 moins 4T. En X, 4 moins 3T en Y. Ici, je vais avoir un 4 UT. Ici, ma fenêtre, je vais revenir. U fois T. Pour tracer, là, présentement, mon X n'est peut-être pas assez élevé, donc je vais aller dans ma fenêtre de réglage. Donc, je vais dire de moins 10 à 10, de moins 10 à 10. Pourquoi pas ici en Z aussi, puis je ferai un rajustement au pire plus tard, où je devrais avoir présentement cette valeur-là. Je vais avoir ma droite qui se situe à cet endroit-ci. 4 fois UT, moins 3 fois... Ah, ici c'est moins 3 fois U. Mon erreur. Boum, pour obtenir la vraie représentation. Un clic de droit, pas sur la face, mais place zoom pour augmenter, agrandir. Et on retrouve le même aspect. Ici, ma courbe. Pour retrouver ma position, je vais avoir besoin d'une nouvelle page, ici de calcul. Je peux demander XP3 quand U est égal à 1 et V est égal à 0. On retrouve la valeur qui va être dictée ici, 1. XP3 quand il vaut 0.8 et 0.8. Je peux reprendre la même valeur pour retrouver mon YP3 et faire la même chose pour le ZP3. Okay? Donc, être capable de lire les valeurs. Et donc, on devrait voir que je vais avoir une légère différence entre qu'est-ce qui est proposé ici sur la diapositive. Une petite erreur ici, il semble. Laissez-moi valider. 5 moins 4t, 4 moins 3u, puis 4 fois ut. Là. Donc, faites attention à la diapositive de la page 34. Donc, c'est tout à fait vrai pour le x quand u vaut 1 et v est égal à 0. Donc, si je reprends lui ici pour la première limite, YP3 est-ce que j'ai pris la bonne équation d'un? Oui, ça c'est mon YP3. Donc faites attention, à la diapositive 34, il semble avoir une légère erreur sur les positions là, qui sont données ici. Donc faites attention, ce n'est pas les bonnes valeurs en ABC. Mais vous ne pouvez pas là, vous tromper là, avec l'ATI. Je ne mentirai pas que si c'est les bonnes équations, on va littéralement avoir les bonnes valeurs. Okay, donc 1.8, 1.6 et 2.56 sur les équations là, de l'exemple 6 là, de la diapositive 34. Si on vient maintenant que je vous ramène le tout ici, pour l'exercice numéro 7, là, remarquez, là, c'est un copier-coller ici qui est erroné avec les valeurs là, de l'exemple 7.
Donc, je vous invite à faire l'exemple 7 aussi ensemble. OK, là, pour retrouver là, les valeurs. Là. Donc, ici, la case est erronée à la page 34, mais 35 et 36, c'est les bonnes valeurs. Les surfaces définies là, par des courbes, ben, on peut avoir la surface extrudée, donc la plus facile et qui est relativement simple à générer par l'ATI. La surface de révolution et la surface balayée, elle, est un petit peu plus problématique là, à générer avec l'ATI. Donc, on va s'en servir, ben, en fait, on s'en servira pas là, à l'intérieur du codec 129. Ni elle, qui est obtenue là, par transformation géométrique là, par le passage d'une trajectoire, mais on va tendre là, très rapidement là, vers la surface réglée, où la surface réglée par extrusion est relativement simple, où on utilise la courbe frontière. Donc, revoyez ici la courbe paramétrique, qui ici est une courbe paramétrique de base trigonométrique, mais avec un rayon, ici de la courbe, qui varie en fonction ben, de deux droites. Okay, là, donc, linéarisé ici en X et linéarisé ici en Y, qui ne sont pas la même valeur. Okay, donc, ça risque d'être donné. Ou en fait, il va y avoir des informations là, dans l'énoncé du texte qui vont vous permettre de voir qu'en X, ben, le rayon là, va varier de 2 à 6, donc permet de linéariser, et qu'en Y, ben, le rayon ben, va varier de 1 à 3. On va avoir une surface réglée où on va avoir des composants en X, en Y et en Z qui vont balayer en fait le paramètre V pour créer en fait une surface et qui va nous permettre par la suite ben, de retrouver une position à un U et un V donné. Donc si je reviens à l'intérieur de l'ATI pour cet exercice-ci, je vais me faire une nouvelle page, application graphique 3D, paramétrique, de 0 à 1 avec le T, de 0 à 1 pour le paramètre U. Ici, je vais faire attention parce qu'en X, je vais varier sur une valeur de 6, mais autour de l'origine. Donc, potentiellement que mon graphique lui devrait être bon. Puis, je vais varier de 0 à moins 5, ce qui va me permettre de conserver la boîte de base qui est à l'intérieur de mon graphique. Donc, on trace ici le 2 plus 4U fois le cosinus de 300U. OK, là, faites attention là, pour être bel et bien en degrés. En Y, j'ai 1 fois, non, plus 2U, le tout fois le sinus de 300U. En Z, par contre, je commence à 0 et je finis la moins 5, donc plus moins 5T. Okay, donc, on va avoir là, cet aspect-là ici avec notre courbe. Ou si je la positionne un peu comme dans l'énoncé, laissez-moi peut-être le bouger pour bel et bien voir. Hop. Comme ça. Hop. Donc le 3D est un peu différent que SolidWorks ou CATIA. Donc si je veux améliorer ma définition du rayon de la courbe frontière, donc il faut se rappeler que c'est le paramètre U là, qui est associé. On change l'attribut. Lui, c'est le paramètre T. Lui, c'est le paramètre U. Donc en mettant ici à 50, ben, je viens raffiner ici le nombre de points là, qui va définir ma courbe pour tracer ici ma surface. Donc, à la diapositive 39, on nous demande ben, d'évaluer quand U vaut 0.6 et V.4. Et donc, se rappeler que c'est XP4 maintenant. Je reviens, moi, dans ma fenêtre de calcul. Donc, je vais prendre XP4. Oups, clique dans le fond de l'écran. XP4 à 0.6 pour U.
0,4 pour T, mais qui représente mon V ou T. Faire la même chose en Y. Faire la même chose en Z. On devrait avoir un X à moins 1,8, Y à 1,56 et un Z à moins 3. Et ça fait du sens parce que si on est à 40% de 5, on devrait être... non, ici c'est mon paramètre U. Ah oui, ici, à mon erreur, je suis tout à fait navré. Ici, n'oubliez pas que c'est TU. Et là, comme on demande des UV, c'est mon erreur, là, donc il faut inverser les positions. Faites très attention ici. Lui va être 0,4 pour le paramètre V, 0,6 pour le paramètre U. Donc, Y. Et ici, je vais avoir le Z. Exact. Là, donc, à moins 4,4, Y0 et un Z de moins 2. Donc, je vais ramener ici notre diapositive 39 et présenter la résolution qui est associée. Donc, le moins 4,4, le Y0 et le Z de moins 2. Donc, j'ai fait une petite vérification là, pour m'assurer que je n'ai pas pris pour cache. Donc, la réponse là, de l'ATI. OK, là, j'ai fait une validation. Il serait pertinent de faire la même chose pour les autres exercices aussi. Donc, les surfaces appuyées là, par des sections, là, donc on devrait avoir des squelettes. Donc, il faut voir le tout comme une patch où on va avoir une courbe à V0, une courbe quand V vaut 1 tiers, quand V vaut 2 tiers, quand V vaut 1. Là. Donc, on va avoir des systèmes d'équations qui vont nous permettre de passer une courbe par ces différents points. Là. Donc, la construction mathématique est beaucoup plus complexe que juste la présentation qui est présentée ici, là, à la diapositive 42. C'est vraiment un gros système là, mathématique qui vous assure de passer par les points limites de chacune des courbes, tant au début qu'à la fin, et qu'on va avoir à U qui vaut 0,3, une courbe T de V qui va aussi passer par les différents points de la courbe et des différentes sections. Là. Donc, la forme quand un V varie, il est obtenu en reliant par une spline cubique le point de chaque courbe correspondant à une valeur de U donnée. Là. Donc, c'est quand même des grosses mathématiques que les ordinateurs font très rapidement, mais que le développement mathématique est relativement long. Donc ici, on voit un exemple de CAD où on va avoir un rayon qui est mis à plat sur un certain plan, plus avoir une section d'une courbe trigonométrique, mais d'un sinus, qui va passer d'un endroit à l'autre. Il peut avoir une dégénérescence qui peut arriver là, si le début de la courbe de lui n'est pas au même endroit ou dans la même portion 3D là, que le début de la courbe de l'autre. Donc, il faut comprendre qu'il va y avoir un passage entre le début de la courbe là, vers l'autre courbe. Là. Donc, si vous définissez vos courbes paramétriques comme celle-ci, le U lui part de la gauche vers la droite, mais nous devrions avoir en mémoire que pour l'autre section de courbe, ou la courbe frontière, avoir le U aussi qui part là, dans la même direction. On peut avoir un cas simple d'une surface réglée, où je peux avoir une frontière S0 de U qui correspond à la position là, de V0, puis avoir une autre courbe frontière S1 de U, bien, quand V est égal à 1. On va avoir une linéarisation des deux sections en gardant que la fonction tant en X, en Y qu'en Z, puis donc la surface de UV, est en fait une proportion des deux segments de courbe frontière. Donc, remarquez ici, quand V est égal à 0, le S0 doit exister. Donc, 1 moins V fait en sorte
que S0 existe quand le paramètre V le vaut 0. En même temps, on ferme la lumière ou l'interrupteur pour la frontière à l'autre extrémité de la surface, la S1 de U. Donc, quand V vaut 1, on veut que S1 de U existe et on veut que S0 soit disparu. Donc, quand V vaut 1, 1 moins 1 est égal à 0, là, donc S0 disparaît. Quand V vaut 1, S1 de U existe. Et là, par la suite, on va avoir une linéarisation de passage entre la frontière 1 ou la frontière initiale, puis vers la frontière finale, S1 de U. Okay? Donc, gardez-la à l'esprit que peu importe le X de U, le Y de U, le Z de U, on va avoir une frontière qui délimite notre premier profil, courbe paramétrique, et qui va tendre vers la représentation de la frontière extrême, une autre fonction, le paramétrique. Et donc, on peut avoir une démonstration de calcul de P de U. Okay? Donc, on peut avoir un développement sur la fonction de X. Ben, en fait, on va avoir une variation des X de U en fonction de V avec le X initial. On va avoir un X de V, Y de V, puis un Z de V qui fait exactement la même chose. Et c'est là, ici, on va avoir le X initial et le X final par une linéarisation de la frontière finale moins la frontière initiale. D'où encore ici, exactement la même équation qu'on a vue à 2 diapositives précédentes. On va faire l'exercice de l'exemple 9. Donc, calculer la position du point de la surface réglée à U vaut 0.6 et V vaut 0.7 avec les frontières à V est égal à 0 et V est égal à 1 de la surface réglée sont respectivement représentées par les équations paramétriques suivantes. On va avoir un S de 0 de U et un S1 de U tant en X, en Y, en Z. Pour, ici, on va avoir L moins L, entre parenthèses, fois V. Okay, donc elle existe. Donc 1 moins V le fois le 3, plus le V0. Donc 3 fois 1 moins V. On va retrouver ici le 3U au départ et un 2U à la fin. On a tout simplement à remplacer 3U fois 1 moins V pour faire apparaître à la frontière S0, plus le 2UV, donc 2U, puis fois V, là, pour que quand V vaut 1, on retrouve que le 2U. Exactement la même chose pour le Z. On a l'interrupteur 1 moins V pour faire apparaître à la frontière initiale et l'opérateur V pour faire apparaître la dernière frontière. Si on fait exactement la même chose, à l'intérieur de la TI, je vais me faire une nouvelle page, application graphique 3D, paramétrique de 1 à 1. Ici, je risque d'avoir un Z un peu plus grand, mais on va quand même inscrire les vraies fonctions. Donc, on sait que je vais avoir 3, 1 moins T. Donc, ici, moi, je remplace le V par le T, plus V, donc plus T fois 0. Et donc, il devrait lui sauter par défaut. Par la suite, je vais avoir sur mon autre équation 3U entre parenthèses 1 moins T pour faire apparaître le 3U plus 2 fois U fois T en Z, un peu plus costaud, 1 moins T, entre parenthèses, 1 moins T,
ici, fois moins U2, fois moins U exposant 2, plus T, entre parenthèses, 4, U exposant 2, moins 4, U, plus 1. Ici, j'ai une petite erreur de syntaxe. D'où provient mon erreur de syntaxe? 1 moins UT. Je vais mettre un fois ici, peut-être que entre parenthèses. Un moins T, 3U. Peut-être l'enlever lui ici. Ça va me sauter aux yeux dans pas long. Juste revoir mes frontières. Parfait pour celle-là. Bon, je vais mettre des fois partout. J'ai comme l'impression que c'est mon U ici qui n'aime pas sa vie. Ça, c'est supposé être correct. J'ai pas mis un V par inadvertance. Non. Ah, ok, c'était le fois devant. Donc ici, ma petite erreur. Lui, je pense qu'il est correct. C'était vraiment en face de la parenthèse, le 3U fois 1 point. Ici, puis il fallait faire un petit fois. Exact. Donc en face de la parenthèse du parenté, on s'assure d'avoir le fois. OK, donc on a la surface qui est comme présentée là, dans la diapositive de la page 47. Donc ici, OK, ma fonction 5, si je veux retrouver les mêmes informations que dans la diapositive 47, donc XP5, juste m'assurer que c'est bel et bien ça, XP5. Donc le par défaut, c'est le VU ici. Si on a, donc je vais devoir avoir 0.7,6, d'où le 0.9 comme à la diapositive 47. Je vais faire la même chose pour le Y. On trouve le 1.38. Et pour le Z, on retrouve le moins 0.08. Je vous invite à sauvegarder le tout une fois de temps en temps. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est qu'une fois que tu connais les équations frontières, ici 3U pour S0 et 2U pour la fonction S1, on a juste à utiliser les interrupteurs 1 t pour S0 et fois t pour S1, puis on va avoir une belle surface qui va passer par nos deux frontières. Si je reprends encore le même diapositive,
on a les différentes frontières, là. Si on désire avoir un x de v, l'y de v à un u donné, ici, c'est faire très attention que la courbe qui se replie là, sur elle-même. OK? Donc, on va avoir une courbe qui va avoir un U0 qui part de gauche vers la droite, mais l'autre frontière là, qui part de la droite vers la gauche. C'est garanti qu'on va avoir une surface qui se replie là, sur elle-même. À l'intérieur de la TI, c'est possible. Dans plusieurs logiciels de modélisation 3D, il va y avoir une génération d'erreurs, donc un, un renversement de direction de courbe paramétrique là, va vous être demandé. Donc, c'est ce qui se produit si on est capable de renverser la frontière. Pour juste faire U-1, okay, pour changer la condition frontière. Donc, ici, on peut avoir d'autres exercices. Là, donc, l'exercice 12 des notes de cours de CAO. Là, donc, on peut faire un exemple comme celui-ci. Et donc, déterminer l'équation paramétrique d'y de A de U. Si le x de A de U là, vous est donné, donc de 4U à moins 2, vous comprenez qu'ici, on doit faire un remplacement de variable où le moins x à la 2, on va le remplacer par, entre parenthèses, le 4U moins 2. On va avoir un ZA de U qui semble être constant sur un plan XY, mais comme une valeur Z de 2. Par la suite, déterminer la valeur de la constante B à l'équation YB de U pour que la dérivée première à ce point-là, à la fin de la courbe, soit égale à 3. Puis par la suite, calculer le U est égal à 0.4 et V est égal à 0.5. OK, donc qu'est-ce que nous pourrions faire ici? Ben, on va commencer par dresser en fait notre fonction y de x. On connaît la xa de u. Puis, pour s'aider, ben, on peut dire que le dy, le dx, lui, doit être égal à 3. Donc, on va avoir un petit cheminement mathématique pour y arriver avant de pouvoir le tracer en 3D, notre équation. Je vais me faire une nouvelle page de calcul pour celle-ci. Donc, je vais me dire que si je vais avoir un dy dx à la fin de la courbe B. OK? Donc, comment que je peux savoir quel est le début de la courbe B puis quel n'est pas le début de la courbe B? Ben, si je remplace U qui est égal à 0, ben, je vais avoir un X qui est égal à moins 3. Et si j'ai un X qui est égal à 1, ben, je vais avoir un X qui est égal à 3. Là. Donc, il semble que ma courbe est centrée de gauche vers la droite. Donc, à la fin de ma courbe, il semble que quand c'est U est égal à 1, vous comprendrez qu'à la dérivée première de x de u de la courbe B, quand u est égal à 1, donc ici, je vais le ramener, donc à la fin de la courbe, ce qui veut dire quand le paramètre u est égal à 1, mais posons où se trouve la fin. Est-ce que la fin est à gauche ou à droite? Mais quand je mets u est égal à 0, là, je trouve moins 3. Puis quand je trouve que u est égal à 1, x est égal à 3. Donc plus grand que moins 3. Donc vers la droite, là, par le repère trigonométrique ici présenté. Ce qui veut dire que ma dérivée première ici, c'est 6u. Donc 6, peu importe la valeur de u si je dérive. Et je vais avoir quelque chose sur 6 qui doit être égal à 3. Okay? Donc, je devrais peut-être avoir un 18. Et donc, il faut que je retrouve une équation qui va me permettre d'avoir ici le 18 sur 6 est égal à 3. OK? Si je reviens dans ma TI, donc je vais en avoir de besoin encore pour le déplacer sur mon autre écran. Donc, je devrais avoir, là ici, je suis en degrés. Donc, mon réglage ici de 2 pi u, je ne prendrai pas de chance. Je vais quand même dire que c'est 360 degrés. Donc,
je vais avoir une dérivée à un point. Quand U vaut 1, paramètre U, et ma fonction, c'est B fois mon sinus, entre parenthèses 360U, tel que U est égal à 1. Si je peux dire solve, entre parenthèses, ma dérivée première, donc 18 est égal à ma dérivée première de U, le de B fois sinus 360U, le tel que U vaut 1, par rapport à B. Tiens, on va y aller par le chemin un petit peu plus long. Ici, semble première parenthèse, deuxième parenthèse, tel que B. Peut-être qu'il me manque des... Parfait, là, donc 9pi. Fait que je trouve ici, moi, 9pi comme valeur de B. J'avais mis comme une parenthèse de trop ici, d'où le fait qu'il me manquait d'un argument. Donc, B le vaut 9pi. Je peux directement me rendre vers une nouvelle page graphique. OK, donc, on se rappelle de 9pi. Je vais avoir en 3 dimensions, entrée paramétrique, de t qui va varier de 0 à 1. Et là, on me dit de courbe A là, vers courbe B. OK? Donc, la courbe A en X, entre parenthèses, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 4U moins 2 fois 1 moins T plus T fois, entre parenthèses, ben, ma courbe B, 6U moins 3. En Y, je peux déjà commencer par ma variable d'ouverture, fois, entre parenthèses encore. Maintenant, je vais avoir moins, entre parenthèses, quoi? 4U plus 2, moins 2, pardon, exposant 2, divisé par 4, plus 3. Lui, fois T. OK, donc mon autre frontière, non, plus T, qu'est-ce que je vais retrouver? Maintenant, j'ai B, donc 9 divisé par, je vais avoir besoin de ma trigonométrie ici, pi, opérateur pi, donc T fois, entre parenthèses, la nouvelle équation, 9pi fois 9 sur pi fois sinus de 360U. OK? J'ai remplacé le 2pi qui était dans mon équation là, en radian pour la définir à 360U. Mon Z, au début de ma courbe, 2, entre parenthèses, 1 moins t, il faut qu'il existe, plus t fois 0. OK, là, pour qu'à la fin, je trouve un angle qui est égal à 0. Donc, voici la représentation graphique du dit graphique. OK, donc je suis à l'intérieur ici de la limite. Donc, mon équation ici, c'est xp6 ou fonction numéro 6. On me demande quand u vaut 0.4 et v ou t vaut 0.5. Je reviens dans ma fenêtre d'évaluation ici. xp6, donc n'oubliez pas, c'est
c'est TU là, dans la TI. Moi, je remplace le V là, par le T, là, donc c'est un petit peu inverse. 0.5 par 0.4. Je fais la même chose en Y. Je fais la même chose en Z. OK, donc, oui, ça fait du sens pour que le Z vaut 1. Pourquoi? Parce que je pars de 0 à 1 et on me dit que V ici vaut 1,5. Donc, je suis à la moitié de ma profondeur. Donc, là, j'ai une belle corrélation sur, ou en fait, un niveau de confiance qui est très élevé pour la position qui est associée à, ma position X, Y et Z pour la paire de variables sur ma surface. On va sauvegarder le tout encore. Je vais revenir maintenant sur où on peut se rendre lorsqu'on rentre là, dans des mathématiques ou des constructions de mathématiques très, très poussées. Mais lorsque je vais avoir des surfaces composées là, qui sont construites en joignant là, côte à côte des patchs, où en fait on va faire passer par plein de polynômes, mais qu'on nécessite des continuités. N'oubliez pas qu'on reste dans la mentalité de spline cubique, où on va construire en joignant le bout à bout là, des segments de courbe qui vont avoir en tout point des continuités en tangence et à courbure si on utilise la formulation de spline cubique au point de jonction des patchs. Mais vous allez avoir continuité en X, en Y et en Z, au lieu de juste avoir du XY. Donc, les continuités des patchs, on va parler de C0 et C1 pour des cubiques de type Coons. Donc, pour ceux qui vont faire des grosses mathématiques de surface, on peut retrouver des Coons pour représenter des continuités, le C0 et C1. Puis, on peut avoir des bicubiques, spline, en patch, ou comme pour la formulation là, des multiples segments de courbe sur une spline cubique, on va retrouver la C0, la C1 et la C2 sur l'ensemble de la jonction de la patch 1 à la patch 2. Les concepts de patch vont permettre des continuités à l'intérieur des logiciels. Donc, Coon, on va avoir une C0 entre deux patchs, plus une bicubique, okay, ou même une bicubique spline pour tous les coefficients. C'est la même terminologie que pour une courbe, que pour faire une surface. Mais imaginez qu'on part du 3D à 1 paramètre à du 3D à 2 paramètres. On observe les mêmes phénomènes pour la création de B-spline, de courbes de Bézier, donc avec une formulation propre. Puis donc une courbe de Bézier paramétrique a sa formulation propre comme une spline cubique. On trouve la même formulation ou la même structure de formulation pour une B-spline, donc une courbe de Bézier en spline cubique. On trouve aussi là, des surfaces qui peuvent être définies par un maillage de contrôle, par plusieurs points de contrôle pour étirer. Donc, pour ceux qui ont fait de la conception, comment ils appellent ça, de modification de surface, où à partir d'un modèle X, vous êtes en mesure là, de déplacer la surface pour faire une modification d'une pièce 3D, ou à l'intérieur des logiciels pour faire des effets spéciaux, vous avez beaucoup de surfaces qui peuvent être modifiées par contrôle de maillage. À partir d'ici, c'est garanti que vous allez avoir plein de questions. Sûr. Et donc, il est très, très important de maîtriser l'intégralité des concepts sur les courbes paramétriques avant de vouloir faire fortune avec les surfaces paramétriques. Vous comprendrez que vous devez voir la belle différence entre une courbe paramétrique polynomiale, courbe paramétrique trigonométrique et la courbe paramétrique de jonction avec continuité spline cubique à multiples segments. Okay? Les trois sont des courbes paramétriques
C'est les trois qu'on vous présente d'un point de vue mathématique. On aurait pu pousser encore plus loin là, avec les formulations de Bézier. Pour les surfaces paramétriques, on reste juste dans les surfaces réglées, où vous allez définir les frontières des surfaces, qui vont être des courbes paramétriques, et que vous allez linéariser le passage entre une frontière vers l'autre frontière. À l'examen, c'est ce qui va vous être demandé. Vous allez avoir beaucoup d'informations pour paramétriser les courbes frontières. Et par la suite, à l'aide de la méthode de surface réglée qu'on vous a présentée, le 1 - v fois la fonction frontière initiale, plus v fois la fonction frontière finale. Hyper important encore là, si ce n'est pas déjà fait, à faire la lecture du chapitre 4 au grand complet. Vous allez refaire ensemble les exercices le 10 à 13 et les exercices faits en classe. Vous allez voir dans Moodle une section sur la préparation à l'examen final, sur le cours à distance, outre les premières questions en lien avec les surfaces, puis les exercices que j'espère que vous allez faire avant le début de la classe pour arriver le préparer. Je vous jure, c'est dans les 3 derniers cours qu'on vient de faire que vous avez potentiellement regarder les capsules vidéo, refaites les exercices. C'est cette section-là qui est hyper déterminante si vous passez le cours de MEC 129 ou pas. C'est presque toujours là que les étudiants se plantent parce qu'ils n'en font pas assez. Vous pouvez comprendre le concept, mais entre comprendre le concept et maîtriser le concept, il y a plusieurs heures à employer. Je le répète, tous ceux aussi qui font les exercices au fur et à mesure et qui me posent des questions, OK, réussissent toujours le cours de MEC 129 ou presque. OK, là, j'ai un exemple sur les 15 dernières années, là. Mais sinon, tout le monde, par contre, qui font juste la révision la veille de l'examen, généralement, ils se plantent de manière magistrale. OK? Puis après ça, on cherche un coupable. Je vous invite à vous lever, à aller en face d'un miroir et à vous regarder dans le blanc des yeux ou dans le fond de votre prunelle. C'est potentiellement vous qui êtes la cause de votre propre échec. Donc, ceci étant dit, faites le maximum d'exercices de courbes paramétriques, tant par les polynômes de Lagrange, courbes paramétriques trigonométriques et les splines cubiques. Une fois que vous avez bien compris comment décortiquer les multiples paramètres en fonction de U, vous allez être en mesure très rapidement de l'appliquer avec les surfaces paramétriques. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit pour le dernier cours avec un maximum d'exercices de révision encore et la petite portion théorique sur la transformation ou le transfert de données par les fichiers IGES. Un beau merci et bonne semaine.